Le politique peut-il réellement se passer d'ennemis? Est-il bien raisonnable de postuler d'un point de vue politique que tous les hommes ont vocation à s'entendre et d'espérer une paix universelle? Ou bien ne s'agit-il là que d'une illusion coupable à la fois d'angélisme et d'hypocrisie, étant entendu bien sûr que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Ne faut-il pas plutôt regarder la réalité en face et assumer ce fait, dérangeant peut-être, que le monde est composé d'ennemis potentiels et que c'est seulement au prix de cette prise de conscience que sera possible de mener une action politique responsable? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à partir d'un auteur politique de premier plan, à savoir Carl Schmitt. Carl Schmitt est un juriste et un philosophe allemand du XXe siècle, né à Plettenberg, en Rhénanie-Westphalie en 1888, et mort presque centenaire en 1985. Si j'ai choisi de faire une courte vidéo sur une notion fondamentale de cet auteur aujourd'hui, c'est qu'au dire de Guillaume Fay lui-même, dont j'ai parlé la dernière fois, la profondeur et la modernité de ses vues font de lui un des plus grands penseurs politiques de notre époque. En effet, aussi controversé qu'estimé, Schmitt est un auteur fondamental pour tous ceux qui s'intéressent à la philosophie politique tant classique que contemporaine. De fait, Schmitt apparaît comme l'un des critiques les plus aigus et les plus perspicaces du libéralisme, autrement profond et original que nombre de penseurs de la vieille droite réactionnaire. Bien qu'allemand de naissance, comme je vous l'ai dit, ses références intellectuelles et philosophiques sont au fond plus latines que germaniques, s'inscrivant dans deux courants philosophiques bien particuliers. Le premier courant est ce courant qu'on peut appeler le courant d'analyse réaliste du politique et de l'État, avec des auteurs comme Nicolas Machiavel, Jean Bodin et Thomas Hobbes. Et le second courant est ce courant dit contre-révolutionnaire, qui comporte des auteurs comme Joseph de Maistre, Louis de Bonald ou encore l'espagnol Donoso Cortés. Au penseur allemand Ernst Niekisch, un penseur de la même époque, Carl Schmitt ira même jusqu'à déclarer « Je suis romain par mes origines, juridiquement et de tradition ». Ce qu'il entendait par là, c'est qu'il appartient beaucoup plus à la tradition des penseurs de l'État que celle des penseurs de l'organicisme allemand. Néanmoins, quoique passionnant, Carl Schmitt n'est pas pour autant un auteur facile. Bien que riche en formules audacieuses et percutantes, son écriture est également dense et serrée. Schmitt présuppose en effet bien souvent une certaine culture politique et historique chez ses lecteurs et ne prend donc pas toujours la peine d'expliciter toutes les ramifications de sa pensée. C'est pourquoi je tenais à présenter, de manière assez synthétique, certaines idées essentielles qu'on retrouve dans un de ses ouvrages, à savoir la notion de politique, paru à l'état de conférence en 1927, puis réétoffé ensuite en 1932. Il s'agit d'un texte court, environ une centaine de pages en format poche, dans lequel sont abordés la plupart des thèmes auxquels Schmitt consacrera l'essentiel de ses travaux ultérieurs. C'est donc un livre idéal pour qui veut se familiariser avec cette pensée. Évidemment, je tiens à préciser d'emblée que je ne peux pas parler de tous les points qui sont abordés dans l'ouvrage. J'ai naturellement fait un choix pour vous présenter l'essentiel, à savoir ce qu'il faut entendre par cette idée de la discrimination de l'ami-ennemi qui serait le fondement du politique. Il s'agit en effet d'une idée qui est relativement souvent citée, y compris sur des plateaux télévisés, mais je ne suis pas certain que tout le monde sache exactement de quoi il retourne. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Et que disait Carl Schmitt? Il disait merci. La définition du politique, c'est désigner l'ennemi. On est loin de la gestion au jour le jour. La politique, c'est désigner l'ennemi. Mais avant toute chose, de quoi parle ce livre au fond? La notion de politique, der Begriff des Politischen en allemand. En fait, Schmitt s'attaque à une question très abstraite de prime abord, mais qui a d'immenses conséquences pratiques, comme vous le verrez ensuite. Son ambition est à la fois humble et très précise. L'objectif est de déterminer le critère, c'est-à-dire le signe, qui permet de reconnaître qu'un problème est politique ou non, de discerner donc ce qui est purement politique, indépendamment de toute autre relation. Prenez quelques secondes pour y réfléchir vous-même.
Nous présupposons tous très souvent le concept de politique sans jamais réellement le définir. Nous affirmons que telle ou telle question est une question d'ordre politique. Mais qu'est-ce qui nous permet d'affirmer cela? Sur quoi nous basons-nous? Sommes-nous bien sûrs que cette question, que nous qualifions de politique, n'est pas en fait une question morale, ou une question économique, ou une question d'un autre ordre d'ailleurs? Quels sont les critères, au fond, permettant de discerner une question spécifiquement politique? Une erreur, ou un abus souvent commis à son époque, et probablement encore de nos jours, contre lequel Schmitt s'opposait, était d'amalgamer les notions de politique et d'étatique. Le qualificatif de politique, en effet, est souvent assimilé à celui d'étatique, ou du moins est mis en relation avec la notion d'État. Et l'État est souvent lui-même défini comme étant une entité politique, ce qui revient à créer une sorte de cercle vicieux, chacune de ces deux notions expliquant l'autre. En fait, dit Schmitt, et c'est ainsi que commence le texte, c'est la toute première phrase de l'ouvrage, le concept d'État présuppose le concept de politique. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que non seulement l'activité politique peut exister en dehors du cadre étatique, mais que le politique continuerait d'exister quand bien même l'État venait à disparaître. Tant que l'homme vivra en société, le politique demeurera une activité indispensable, car toute société a besoin d'être organisée. En revanche, l'État, lui, n'est que la manière moderne d'envisager cette organisation. Il n'est qu'un type d'organisation politique qui pourrait éventuellement être remplacé par un autre type au cours du développement historique. Ainsi, s'il est impossible de concevoir une société qui ne soit pas organisée politiquement, il est tout à fait possible d'imaginer que cette organisation se ferait dans un autre cadre que celui de l'État. Il peut y avoir une politique sans État, mais il ne peut pas y avoir d'État sans politique. Ainsi, en résumé, Carl Schmitt ne croit pas du tout à la disparition possible de la catégorie politique. Elle peut s'investir dans tout autre type d'activité humaine, mais elle constitue en tant que telle une notion qui relève de l'anthropologie collective et qui donc ne peut disparaître. À ce titre, elle peut être qualifiée de substance, le terme n'est pas de Schmitt lui-même, mais de Julien Freund, un de ses disciples français les plus brillants, alors que l'État, en revanche, peut être qualifié d'instance, c'est-à-dire de forme contingente de la souveraineté qui peut disparaître ou se dépolitiser, sans que le politique, comme substance, ne disparaisse. Ainsi donc, les notions de politique et d'étatique ne sont absolument pas des synonymes, selon Carl Schmitt. Mais alors, quel est ce fameux critère? C'est là qu'intervient la célèbre antinomie de l'ami et de l'ennemi dont vous avez déjà entendu parler. La démarche de Carl Schmitt consiste à analyser, à appréhender le phénomène politique indépendamment de tout a priori moral et politique appartenant à des domaines bien distincts. Il renonce en effet, à l'instar de Nicolas Machiavel ou de Thomas Hobbes, à utiliser les bons sentiments. Ce qu'il recherche, ce sont les critères spécifiques du politique qui sont indépendants des domaines moral, esthétique et économique. Chacun de ces trois domaines, en effet, dit Schmitt, possède eux aussi des critères, des distinctions spécifiques qui leur sont propres et qui sont relativement autonomes les unes des autres. Par exemple, dans l'ordre moral, les distinctions fondamentales sont celles du bien et du mal. Dans l'ordre esthétique, celles du beau et du laid, et dans l'ordre économique, celles du rentable et du non rentable, ou de l'utile et du nuisible. La question se pose alors de savoir pour Schmitt s'il existe dans le domaine politique un critère aussi simple, de même nature, analogue au précédent, sans pour autant en dépendre, une distinction évidente et donc autonome en elle-même. La réponse de Schmitt est la suivante. La distinction fondamentale, à laquelle peuvent se ramener tous les actes et mobiles politiques, c'est la fameuse discrimination de l'ami et de l'ennemi. Il s'agit bel et bien d'une distinction autonome, en ceci qu'elle ne peut se laisser réduire à celle citée précédemment. En effet, de même que ce qui est bon dans l'ordre moral n'est pas forcément beau dans l'ordre esthétique, ni utile dans l'ordre économique, l'ennemi politique n'est pas forcément mauvais moralement, ni laid esthétiquement. Il ne jouera même pas forcément le rôle de concurrent économique, puisqu'on pourrait, si cela est avantageux, faire des affaires avec lui. Évidemment, au niveau de la réalité psychologique, il arrive souvent que l'ennemi politique soit traité comme s'il était foncièrement mauvais ou laid intrinsèquement. Cela pour la bonne raison que l'État, ou l'instance en charge de la discrimination de l'ennemi, peut prendre appui sur n'importe quel type d'opposition existante pour mieux arriver à ses fins. Mais cela ne change rien à l'autonomie de ce type d'opposition. Ce qui est moralement mauvais, en effet, ou
intrinsèquement économiquement nuisible ne constitue pas forcément un ennemi politique. Le fait qu'une opposition aussi spécifique que celle de l'ami-ennemi puisse être isolée en regard d'autres distinctions et conçue comme un élément autonome prouve la réalité objective et l'autonomie de la catégorie politique. Mais ces notions d'amis et d'ennemis doivent être prises dans leur acception concrète, et non comme une métaphore ou un symbole. La notion d'ennemi implique l'idée de lutte. Une lutte qui ne serait pas conçue comme une simple concurrence, ni une lutte purement intellectuelle de la discussion. Non, les concepts d'amis et d'ennemis, de combat, dit Schmitt, tirent leur signification objective de leur relation permanente à ce fait réel, qu'est la possibilité de provoquer la mort physique d'un homme. La guerre naît de l'hostilité, celle-ci étant la négation existentielle d'un autre être. La guerre n'est que l'actualisation ultime de l'hostilité. Ceci n'implique pas qu'elle soit chose courante, chose normale, ni d'ailleurs que l'on y voit une solution idéale ou désirable. Elle reste néanmoins présente, nécessairement sous forme d'une possibilité du réel, tant que la notion d'ennemi garde son sens. L'activité politique est donc définie par Schmitt comme le produit d'une polarisation autour d'une relation d'hostilité et de la possibilité d'une guerre. Mais cette définition ne doit pas être comprise comme étant une définition belliciste ou militariste. Au contraire, une décision politiquement bonne peut être précisément d'éviter la guerre. La guerre n'est ni l'objectif ni la fin du politique, mais elle est cette hypothèse, cette réalité éventuelle qui gouverne, selon un mode qui lui est propre, la pensée et l'action des hommes politiques. Tout peuple est en effet organisé politiquement, dit Schmitt, et se regroupe autour de ces notions d'amis et d'ennemis. Mais pour comprendre ce qu'il faut entendre par la notion d'ennemi, d'ennemi politique, il convient de faire quelques distinctions supplémentaires. L'ennemi politique, ce n'est pas le concurrent, ce n'est pas le rival privé que l'on hait, pour lequel on ressent de l'antipathie parce qu'il vous a fait quelque chose qui nous déplaît. Non. L'ennemi politique ne peut être qu'un ennemi public, un ensemble d'individus affrontant un autre ensemble de même nature. Pour illustrer cette différence entre l'ennemi privé et l'ennemi public, Carl Schmitt part de cette parole bien connue du Christ « Aimez vos ennemis ». La langue française ne fait pas de différence entre l'ennemi privé et l'ennemi public, pas plus que l'allemand d'ailleurs, qui n'a que le mot Feind, der Feind, pour traduire cette notion d'ennemi. Les langues antiques grecques et latines disposaient en revanche de deux mots, echthros et polemios en grec, inimicus et hostis en latin. Echthros désigne l'ennemi privé, tandis que polemios désigne l'ennemi public. Polemios a d'ailleurs donné en français polémique ou polémologie, la science de la guerre. Inimicus et hostis en latin reproduisent cette même opposition. Inimicus est le contraire d'amicus, l'ami, et désigne l'ennemi privé. Hostis, en revanche, qui a donné hostile en français, désigne l'ennemi public. Or, la phrase du Christ, dans le texte original grec de l'Évangile, dit « agapate tous echthros humon » et traduit en latin dans la Vulgate « diligite inimicos vestros ». Il n'y est pas dit « diligite hostes vestros », qui dirait « aimez vos ennemis publics ». Non. Il s'agit en effet d'un enseignement moral, enjoignant de ne pas éprouver de haine, de rancœur, ni de ressentiment envers quelqu'un qui vous a blessé, ou qui vous a fait du mal, et même de lui souhaiter de revenir au bien. Mais il n'y est en aucune façon question de l'ennemi politique qui représente une menace collective pour son peuple. Et c'est bien pour cela, dit Schmitt, que dans la lutte millénaire opposant christianisme et islam, il ne serait jamais venu à l'idée d'aucun chrétien qu'il fallait, je le cite, livrer l'Europe à l'islam par amour des Turcs au lieu de la défendre. L'ennemi politique n'implique pas de haine personnelle en effet, et c'est dans la sphère privée que cela peut avoir un sens d'aimer son ennemi. La phrase biblique ne signifie évidemment pas qu'il faille aimer les ennemis de son peuple, et qu'on doive les soutenir contre son propre peuple. Ainsi, toute politique véritable doit admettre comme présupposé la possibilité d'un conflit. Le monde n'est en effet pas une unité politique, un universum, mais bien plutôt un pluriversum politique, un plurivers. Toute unité politique implique en effet la coexistence d'une autre unité politique, et donc l'existence potentielle d'un ennemi. On ne s'oppose qu'en s'opposant, dit Hegel. C'est là que la pensée schmittienne heurte de plein front la pensée libérale, qui mise sur la fin de l'histoire et la cessation de tout conflit, qui souhaite la dépolitisation de l'État et des relations sociales, en adoptant une simple posture de gestion, tournée vers la réalisation du bonheur individuel. En effet,
Un monde dans lequel l'éventualité de la lutte aurait été définitivement écartée, un monde entièrement pacifié en somme, serait un monde sans politique. En effet, le politique, dont l'œuvre est de prendre de bonnes décisions dans un monde où la paix n'est jamais assurée, serait alors remplacé par des techniques de gestion. Or, pour Schmitt, cette volonté d'en finir avec la guerre, avec le conflit, avec le politique, comme vous l'aurez compris, ne peut qu'aboutir au résultat inverse, et ce de deux manières possibles. Imaginons tout d'abord un peuple qui voudrait échapper à cette loi de l'ami et de l'ennemi et déclarerait n'avoir aucun ennemi. Il provoque son propre désarmement et se convainc, à grands coups de déclamations incantatoires, qu'il n'a aucun ennemi. Ce faisant, il ne supprime pas pour autant la distinction ami-ennemi, mais se range bien plutôt du côté de son ennemi par sa propre passivité et lui prête même son appui. Il est en effet complètement stupide de croire qu'un peuple sans défense n'aurait que des amis. Un pays peut offrir et déclarer la paix au monde entier, cela ne signifie pas qu'il a exclu de cette manière toute possibilité d'une lutte. Si l'ennemi vous désigne comme son ennemi, vous n'avez d'autre choix que de vous défendre ou de vous laisser détruire. Ainsi, dit Schmitt, qu'un peuple n'ait plus la volonté ni la force de se maintenir dans la sphère du politique, cela ne signifie pas la fin du politique dans le monde, mais seulement la fin d'un peuple faible. Mais si ce cas est aisément compréhensible, Schmitt note également un autre paradoxe, un effet inverse du pacifisme et d'une vision purement humanitariste qui souhaiterait mettre fin au conflit au nom de belles valeurs universelles. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire et contrairement aux accusations qu'on a pu porter sur la théorie de Schmitt, définir le politique sous la catégorie de l'ennemi, refuser l'égalitarisme humanitaire, ne conduit pas au mépris de l'homme et au mépris de l'ennemi. Bien au contraire. Reconnaître la dimension polémique des rapports humains et reconnaître l'homme comme un être fondamentalement dynamique et risqué, c'est garantir le respect de l'adversaire conçu comme un autre et dont la cause n'est pas moins légitime que la sienne propre. Mais avec les idéologies modernes, en revanche, qui prétendent détenir une vérité universelle, l'ennemi ne peut plus être qu'un ennemi absolu, qu'il convient de criminaliser et de détruire. Ceux qui disent humanité veulent tromper, disait Proudhon, et ceux qui se battent au nom de l'humanité et pour la fin de la guerre, dit Schmitt, ne peuvent qu'engendrer des destructions terribles, puisque par définition, les ennemis des défenseurs de l'humanité sont hors humanité. Les guerres de ce type se distinguent fatalement par leur violence et leur inhumanité, pour cette simple raison que, transcendant le politique, il faut nécessairement qu'elles discréditent l'ennemi dans des catégories morales pour en faire un monstre inhumain qu'il ne convient pas seulement de repousser, mais d'anéantir. La douceâtrie humanitaire est en effet contiguë au sectarisme le plus sanglant. En effet, soutenir avec Schmitt une conception du politique qui fait pleinement droit à l'existence d'un ennemi et qui admet la légitimité de la guerre, une guerre entendue non pas comme la défense d'une cause juste, mais comme la nécessité éternelle des rapports humains, eh bien cette conception provoque en fait moins de guerre et induit un respect plus grand de l'ennemi considéré comme un adversaire à l'égal de nous-mêmes, un ennemi comme hostis et non comme un inimicus, un ennemi moral. Car après tout, ne nous faisons pas d'illusions sur notre nature propre, conflictuelle, cherchant la domination, nous savons que d'autres peuples agissent et pensent de la même manière. C'est pourquoi, pour Schmitt, et je terminerai là-dessus, un certain pessimisme anthropologique est la base nécessaire du politique. Par pessimisme anthropologique, j'entends cette idée que l'homme n'est pas un être bon par nature, qu'il a cette propension irrésistible à se laisser glisser du désir au mal tant que rien ne l'en empêche, tant que rien n'agit en un sens contraire. L'animalité, les instincts, les passions forment la substance de la nature humaine. Au fond, Carl Schmitt rejoint ici à la fois Machiavel et la doctrine catholique du péché originel, pour laquelle l'homme, fait pour le bien, est irrémédiablement blessé à la suite du péché et possède une volonté brisée, qui se laisse ainsi trop souvent emporter par le mal. Vous connaissez tous cette phrase de saint Paul qui illustre cette idée à la perfection. « Je ne fais pas le bien que j'aime, mais je fais le mal que je hais. » En effet, les postulats anthropologiques peuvent varier d'un secteur de la pensée humaine à l'autre. Pour un pédagogue, par exemple, c'est une nécessité méthodologique que de tenir l'être humain pour un être éducable et malléable, sinon il ne pourrait exercer son métier. En effet, tout pédagogue doit partir du principe que l'être humain est capable d'apprendre quelque chose, sinon il pourrait enseigner sa matière. Pour donner un autre exemple, un théologien catholique doit partir du principe que tous les hommes sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la rédemption,
sinon sa discipline n'aurait plus aucun sens. Et bien pareillement, la sphère politique doit partir du principe que la nature humaine est intrinsèquement conflictuelle et que, partant, l'existence d'un ennemi est toujours possible. Si elle ne le fait pas, alors elle dépolitisera le politique en le moralisant, ce qui non seulement détruit toute vraie morale, mais transforme aussi toute unité politique en une société neutralisée, où la fonction souveraine n'est plus capable de défendre le peuple dont elle a la charge. En effet, pour Schmitt, la fonction souveraine doit être assumée par l'État, qui est l'instance la plus à même de prendre en charge le politique. Néanmoins, pour que l'État puisse se maintenir, il doit conserver le monopole du politique, c'est-à-dire qu'il doit être le seul à pouvoir définir les valeurs pour lesquelles les citoyens accepteront de donner leur vie et de partir en guerre. S'il ne le fait pas, s'il se dilue au point de se confondre avec la société, alors une nouvelle classe de soldats politiques, les partisans, émergeront et tenteront de s'instituer en nouvelle légitimité. Mais cela est davantage analysé dans un autre livre de Carl Schmitt, et je vais donc m'arrêter ici, au terme de cet exposé déjà fort long, je le crains. Voilà. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a de nombreux aspects de l'ouvrage que je ne peux pas traiter dans le temps que je me suis imparti ici. J'espère néanmoins avoir pu exprimer clairement et fidèlement la pensée de cet auteur majeur et incontournable qui est Carl Schmitt. Si ce thème vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur la philosophie politique, je ne saurais trop vous conseiller de lire directement la notion de politique. Le texte est en effet assez facilement trouvable. En fait, il a été réédité avec un autre texte de Carl Schmitt qui s'appelle La théorie du partisan, un texte de 1962, et qui précisément fait suite à la notion de politique bien des décennies plus tard. Je compte d'ailleurs reparler d'autres concepts de Carl Schmitt dans des vidéos ultérieures. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous avez pensé de la façon dont j'ai fait celle-ci, si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça clair, ou au contraire, si vous avez trouvé ça trop abstrait, ou trop court, ou mal expliqué. Je suis ouvert à la critique. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne YouTube également. D'autres vidéos sortiront prochainement. Voilà, merci de votre écoute et à très bientôt j'espère.